Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode du Hat Historian, l'historien des chapeaux. Dans cette vidéo, je vais parler d'une coiffe très répandue dans les uniformes de beaucoup de forces armées et de police, le calot. Le calot, appelé aussi bonnet de police, est une coiffe historiquement de petite tenue, appréciée car elle peut se plier et être rangée dans la poche ou le paquetage sans s'abîmer, constituée de bandes de tissu avec un soufflet en haut. Lorsqu'il n'est pas porté, il a une forme plate, assez rectangulaire, rappelant un peu une enveloppe. Historiquement porté en tenue de repos ou de caserne, il est devenu aujourd'hui la coiffe principale et même dans certains cas d'apparat de certaines unités. Alors voyons comment il a évolué. Pour une coiffe aussi simple, le calot a ses origines influencées par de nombreux pays, dont la France, le Royaume-Uni, avec l'Écosse en particulier, l'Autriche ou encore la Serbie. On peut distinguer deux parcours et styles de calot différents, qui, bien que se ressemblant, ont évolué indépendamment. Le modèle français, un peu plus simple, et le modèle britannique, reconnaissable par ses boutons à l'avant. L'ancêtre du calot débuta avec les coiffes de repos de l'armée française au XVIIIe siècle. À cette époque, quand ils ne portaient pas les larges tricornes de leur tenue réglementaire, les soldats se fabriquaient une coiffe pour le repos, ou aussi pour les locaux d'arrêt, appelée salle de police, d'où le nom de bonnet de police, qui, bien qu'ils le portent maintenant, n'avait rien à voir avec la police telle qu'on la connaît aujourd'hui. De fabrication souvent artisanale, ils étaient souvent faits par les hommes eux-mêmes, avec la jambe d'un pantalon usé, aux couleurs du régiment, et ressemblaient assez peu au calot moderne. Il y a deux modèles, le pocalem des troupes à pied avec un sommet plat, et celui des troupes à cheval. Pointus et allongés, ils avaient plutôt l'apparence d'un bonnet de nuit, retroussé sur le bas, avec une longue pointe ornée d'un petit pompon. Il fut rendu pleinement réglementaire avec une directive du 25 avril 1767 qui lui donne une description officielle, avec un retroussi de 3 pouces ou 8,1 cm et une fleur de lys aux couleurs du régiment. La longue pointe, appelée flamme, était portée soit pendante, soit pliée dans le retroussi, avec le pompon dépassant de l'avant. En avril 1791, un nouveau règlement généralise ce modèle des troupes à cheval, appelé à la dragonne, à toute l'armée, et lui donne des galons et des passepoils pour distinguer les régiments plus facilement. Le retroussi est également agrandi pour lui permettre de protéger les oreilles par temps froid. Ce modèle à grande flamme reste standard, avec tout simplement des changements de taille et d'ornementation, pendant tout le Premier Empire et la Restauration, jusqu'à la Révolution de juillet 1830. Après, la longue pointe est coupée et le haut est cousu au long du sommet, le rendant droit, et rapprochant le calot de la forme qu'on lui connaît aujourd'hui, bien qu'il reste encore beaucoup plus haut. Le pompon est maintenu, simplement pendu à une petite cordelette attachée à l'avant, une pratique que garderont les Belges jusqu'à la Première Guerre mondiale. Entre les guerres napoléoniennes et le Second Empire, beaucoup de pays voisins en adoptèrent une forme, portée en caserne à la place de lourds shakos. En France, la Troisième République l'abandonnera dans les années 1870 au profit du képi de petite tenue. Il sera remis au goût du jour par un décret du 22 juillet 1891, qui prescrit un calot plus petit, en arc de cercle, dit à la serbe, inspiré du chashkacha, une coiffe traditionnelle de Serbie développée au XVIIIe siècle par les troupes de rivière du même nom, qui créèrent une coiffe ressemblant à un bateau inversé. Ce nouveau calot était plus simple, compact et moins cher à fabriquer, souvent taillé dans du tissu d'anciens effets usés, et n'avait aucune décoration autre que le grade, bien que certains y ajoutaient, de façon non réglementaire, une patte de collet de régiment. Dans les années qui suivirent, il se répandit pour devenir la coiffe de repos de toute l'armée. Le calot avait à ce stade pris sa forme définitive. L'autre origine du calot provient des Britanniques. Tout comme les Français, au XVIIIe siècle, les troupes se fabriquaient une coiffe de repos dans du tissu de récupération, bien qu'ils eussent une forme différente. Longtemps propre à chaque régiment, elles furent réglementées en 1811 par la War Office. Elles cohabitèrent pendant le milieu du XIXe siècle avec des petites casquettes cylindriques. Ces coiffes de repos furent néanmoins supplantées plus tard par un autre chapeau de style du calot, le Glengarry écossais. Cette coiffe était celle du régiment Highland d'Alexander Reynoldson MacDonald of Glengarry, qui l'aurait créé en prenant un bonnet écossais et le reformant pour qu'il puisse être plié à plat. Longtemps un simple chapeau de régiment, il fut généralisé à tous les régiments écossais pour le repos dans les années 1850, lorsqu'ils ne portaient pas leur grand bonnet d'apparat. Puis, en 1868, il fut adopté, sans les damiers, plumés et autres décorations typiquement écossaises, comme coiffe de baraquement de la plupart des soldats britanniques. Celui-ci évolua en un calot appelé Torren, très similaire au calot français, qui était souvent confectionné aux couleurs du régiment. Mais le calot britannique tel qu'on le reconnaît, avec ses boutons à l'avant, apparut pour une courte durée en 1897. Il était appelé modèle autrichien et s'inspirait du Bergmütze des forces de l'Autriche-Hongrie. Simplifié, la visière fut repliée sous les boutons et gardée de manière symbolique, et un pli fut ajouté sur le haut, lui permettant d'être replié à plat, mais il garda le retroussi boutonné qui pouvait être descendu sur les oreilles par temps froid. Cependant, ce modèle ne dura que peu de temps,
car il fut remplacé par une casquette lors de la refonte complète des uniformes britanniques en 1902 et fut relégué comme coiffe optionnelle pour les officiers qui la choisissaient. Au début de la Première Guerre mondiale, le calot était donc simplement une coiffe de repos qui était surtout utilisée par la France, les pays influencés par celle-ci comme la Belgique, ou ceux qui se fournissaient chez elle comme la Grèce. Mais ce conflit, qui apporta tant de changements dans les uniformes et les équipements des armées, allait voir l'expansion de la présence du calot parmi les nombreuses forces. Déjà, avant même le début de la guerre, plusieurs des balbutiantes forces aériennes en inclurent dans leur tenue, en particulier la Royal Flying Corps qui, en 1912, raviva le calot abandonné par les forces terrestres 10 ans plus tôt, et les forces aériennes russes en 1913, dont l'association lui valut le nom de Pilotka, ou coiffe de pilote en russe. Puis, avec l'adoption des casques de combat au cours de la guerre, le calot fut considéré comme une coiffe pratique, car il pouvait simplement être rangé dans la poche lorsque le casque était porté, ou même s'il faisait froid, il était porté en dessous, car il était souple. Les forces américaines en firent connaissance lors de leur service en France, où ils obtinrent des calots français à porter en remplacement de leurs larges chapeaux de campagne, trop grands pour être rangés facilement lors du port du casque. La France changea aussi la forme de ces calots, de la forme légèrement bombée à une forme empire, plus carrée, rappelant en plus petit les calots du Second Empire, et qui devinrent à la mode. L'état-major n'apporta que peu d'objections car cette nouvelle forme était plus simple et moins chère à fabriquer. Après la Première Guerre mondiale, la forme du calot était à peu près établie, mais il avait encore du chemin à faire pour s'imposer. Les États-Unis l'ont abandonné après l'armistice, mais un pays qui l'a adopté avec grand enthousiasme était la nouvelle Union soviétique. Au début réservé aux cadets militaires, il fut à terme attribué à toutes les troupes, masculines comme féminines, en remplacement de la Boudenovka trop peu pratique, et devint un symbole du soldat de l'armée rouge, avec son étoile sur le devant. Mais c'est particulièrement au cours des années 30 que le calot devint à la mode pour beaucoup de forces armées, qui modernisèrent leur équipement, sentant venir le prochain conflit. L'Allemagne remplaça en 1935, avec ses réformes de l'uniforme, son chapeau rond, similaire à un bonnet de marin, par le Schiffchen, ou barquette, un modèle un peu à cheval entre les concepts français et britanniques, avec ses oreillettes mais sans boutons. L'Italie avait un modèle appelé bustina, avec une sangle passant par-dessus le haut, comme coiffe standard de leurs troupes. Le Royaume-Uni réadopta son modèle, qui jusqu'alors était réservé aux forces aériennes, en 1937, quand elle adopta le battle dress. Les États-Unis, qui l'avaient abandonné en 1918, l'avaient ravivé en 1933 pour les tankistes et l'Army Air Corps, car il pouvait être porté avec des écouteurs, le réintroduisant à toutes les forces armées en 1941, au début avec un passepoil de régiment, mais ensuite tous de la même couleur pour simplifier l'approvisionnement. La majorité des pays du conflit avaient une forme ou une autre qu'ils portaient hors des zones de combat, mais quand ils étaient en treillis, plutôt qu'en tenue de cérémonie. Tandis que le calot connut son plus grand succès dans les années pendant et après la Seconde Guerre mondiale, les Britanniques commencèrent déjà à introduire son remplaçant parmi certaines de leurs forces terrestres, le béret. Bien que cela prit plus de temps ailleurs, dans les années 60, comme je l'ai dit dans la vidéo sur le sujet, le béret commença à devenir de plus en plus populaire, remplaçant le calot dans beaucoup de forces. La France, pour qui le béret était plutôt l'attribut des chasseurs alpins et des commandos, le généralisèrent au détriment du calot. De même pour les États-Unis. Mais ce changement s'applique aux forces de terre pour la plupart des armées. Le calot resta la coiffe de repos principale des aviateurs des armées de l'air, souvent en couleur bleue, car il pouvait être rangé dans la poche de la tenue de vol et ressorti quand les casques ne sont pas portés. Les soviétiques, très fidèles à leur pilotka, le gardèrent néanmoins jusqu'à la dissolution de l'URSS, et les Russes n'ont que récemment commencé à le remplacer par des bérets. Bien qu'il ait vécu une perte de popularité dans les années 60 et 70, le calot est encore porté aujourd'hui dans de nombreux domaines, et vit même une certaine renaissance par endroits. Comme je l'ai dit, il n'a jamais vraiment disparu des armées de l'air, et dans certaines est même devenu la coiffe principale d'apparat, et pas seulement de repos, comme dans l'armée de l'air canadienne, qui porte la version de style britannique avec des boutons et oreillettes. Ce style est également porté, lorsque la casquette n'est pas de mise, naturellement par les Britanniques eux-mêmes, mais aussi par certaines de leurs anciennes colonies, comme les Indiens ou les Kenyans. Le modèle plus simple français reste naturellement dans l'armée de l'air française, avec son célèbre charognard, mais aussi l'US Air Force, l'Allemagne, le Portugal, et les forces de nombreux pays influencés par ces derniers, en Afrique et en Amérique du Sud. Il existe aussi dans certaines marines, notamment américaines ou russes, et une version particulière est portée par les troupes de marine brésiliennes. Bien que délaissé dans les armées de terre pendant des années, il réapparaît dans certains endroits. La France, où il était resté comme élément de tradition, le réintroduit depuis plusieurs années. Et il est la coiffe standard du nouvel uniforme de service vert de l'armée américaine, dont les Marines ne l'avaient jamais abandonné. Il est aussi utilisé pour les cadets de nombreuses écoles et unités d'entraînement. Aux États-Unis, il est également souvent porté par des vétérans à des cérémonies. Au-delà de son utilisation comme coiffe de repos ou de service, des versions plus décorées, parfois rigidifiées, sont devenues coiffes d'apparat de certaines unités. Comme je l'ai dit, c'est le cas de l'armée de l'air canadienne, mais également des Queen's Royal Hussars britanniques. Il est aussi la coiffe d'apparat des forces danoises. Une version avec une jugulaire et un pompon rappelant la flamme des premiers bonnets du XVIIIe siècle est portée par les hommes de la Légion espagnole, et les gardes norvégiens portent la garde Lue, également avec ce pompon. Et enfin, les régiments écossais de l'armée britannique portent encore le Glengarry traditionnel. À part les forces armées, il fait partie de l'uniforme de nombreuses forces de police, qui tirent leurs inspirations des militaires.
Après avoir essayé une casquette peu populaire, la gendarmerie et la police nationale en France a fait du bonnet de police sa coiffe standard de terrain, revenant à la tradition, l'ayant laissé jusque-lors comme option. Les policiers suédois ont la batmossa, ou coiffe bateau, comme coiffe standard. La garde nationale du Portugal en porte qu'ils appellent la bivake. Une version avec une jugulaire est portée par les gardes frontières finlandais, et la version britannique est portée par des forces de police en Inde, et j'en passe. Pour les civils, le calot existe dans certaines formes. Beaucoup de Serbes portent encore la chaskacha pour des fêtes et des cérémonies, bien qu'il soit moins porté par les jeunes dans la vie de tous les jours. Au Népal, le topi, une coiffe traditionnelle, reprend le même principe que le calot, bien qu'il ne lui soit pas apparenté. Dans certaines classes préparatoires de France, les étudiants portent le kalo, écrit avec une orthographe fantaisiste, faussement grecque, qui en sont des versions hautement décorées, un peu comme des phaluches d'autres écoles, et sont un héritage de leurs associations à la préparation militaire. Les scouts de certains pays en portent également un, ainsi que les hôtesses de certaines compagnies aériennes, notamment Aeroflot. D'une coiffe artisanale confectionnée par les soldats eux-mêmes, le calot, par sa simplicité et sa portabilité, est devenu une coiffe militaire reconnaissable partout dans le monde, et est même devenu un élément d'apparat pour certains. Arrivé dans certains cercles, il semble avoir encore de beaux jours devant lui. Donc j'espère encore une fois que vous avez trouvé cette vidéo intéressante et que vous me rejoindrez bientôt pour un autre chapeau. Jusque-là, chapeau à vous tous.